On est bon? Il est bon? On continue notre journée d'académie sur la question de la ville sensible, la ville inclusive, avec une table ronde spécifique autour de cette notion de ville sensible. Qu'est-ce qu'on entend par ce mot sensible? Comment on peut aller vers la construction d'une ville qui arrive vraiment à baigner dans une approche sensible, faire appel notamment au ressenti des citoyens, des habitants pour co-construire la ville. C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Julie Benoît, Julie du collectif Bellastock, qui est avec nous par Skype. Hop, Julie apparaît comme ça. Non mais vraiment, il y a une modernité aujourd'hui. Julie, qui était comme une architecte classique, en charrette, donc c'est aussi bien qu'elle soit depuis Paris, comme ça il n'y a pas de bilan carbone à cette intervention. Nous avons avec nous Miguel Georgiev, qui est du collectif Coloco, un collectif, on va en parler, tu déclineras, mais qui aborde une approche très singulière du paysage et de l'aménagement, voilà, dans justement en lien étroit avec un certain Gilles Clément. Nous avons Christophe Goutte et sa chemise tout à fait tropicale, qui vient du collectif Martine André et qui avant ça était dans le collectif Existe, un collectif qu'on avait mis à l'honneur il y a 4 ans à la Panacée durant notre 2e édition du festival Tropisme. Collectif qui et la grande particularité de Christophe, c'est que vous êtes assis sur ces constructions. C'est lui qui a imaginé, non pas, il n'a pas fabriqué le bois parce que c'est pas Dieu non plus, mais il l'a travaillé de sorte à ce que ça fasse tout ce mobilier là. Et nous avons Afid El-Medawi, géographe et aussi co-responsable, cofondateur de Commun Possible, qui réfléchit beaucoup à la question de la concertation urbaine dans les projets de bâti, d'architecture, et notamment vous aussi, vous êtes assis sur Afid. Alors là, vous êtes assis sur Christophe. Là, vous êtes assis sur Afid parce que ces dispositifs, la nacelle, les dispositifs de nacelle sont justement pensés par Commun Possible pour pouvoir penser des nouveaux dispositifs de concertation. En préambule, et pour commencer, ce qui m'intéressait, c'est que le point de départ de cette table ronde, c'est un ouvrage qu'a co-écrit Julie autour de cette question « Oser la ville sensible ». Et ce qui m'intéressait de voir d'entrée de jeu, comme on le ferait un peu de façon plus académique, c'est revenir sur cette notion de sensible, parce que ce mot est par essence polyphonique, non pas polyphonique, polysémique, et justement de quel sensible il s'agit. Donc Julie, on te donne la parole peut-être pour nous éclairer sur la définition que vous avez donnée à ce mot pour donner à la ville une approche sensible. Donc donc là, je porte la parole de... Ça va? C'est bon? Super. Ouais. Donc là, je porte la parole avant toute chose de plusieurs personnes. Déjà de Emeline Bailly, qui est la véritable auteure du livre et qui a largement œuvré pour un programme de recherche sur lequel ce livre s'est appuyé, qui s'appelle FACT, la fabrique active des paysages, à l'île Saint-Denis. Et je porte aussi la parole de Simon Jacquemin, qui est du coup mon collègue à Bellastock et qui a contribué en mettant en participant à toutes les résidences artistiques qui ont lieu dans le cadre de ce programme de recherche, toujours à l'île Saint-Denis, pour faire justement rendre cette recherche concrète, faire une recherche-action, une recherche-projet. Et évidemment, j'oserais pas porter la parole des artistes et des artisans qui ont fait le projet, mais il y a Miguel qui était du coup avec Simon et qui pourra largement rebondir sur les actions qui ont pu être produites dans ce cadre. Voilà. Donc du coup, ça c'est pour le contexte. Et du coup, moi, je fais partie de Bellastock, et Bellastock, on travaille sur la matérialité des territoires, ça veut dire qu'on travaille sur la façon dont on peut créer de nouvelles relations avec les territoires en puisant dans les propres ressources matérielles et immatérielles, humaines, savoir-faire, pour permettre leur renouvellement via toute une série d'expérimentations ou aussi des protocoles de recherche ou encore des accompagnements auprès de collectivités. Sur cette question de la ville sensible, donc qui sont les
les mots d'Emeline, du coup, Emeline Bailly. Ce que je peux dire, c'est la question qui nous a habité, c'est en effet de se dire, c'est est-ce que la ville durable, elle peut être sensible, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une place dans la prise affective, est-ce qu'on peut donner la place à une forme de prise affective des lieux dans les cahiers des charges urbains, en gros. Voilà. Donc se dire finalement, est-ce que la charge affective, elle peut exister dans les cahiers des charges urbains et comment on peut la faire exprimer. Donc pour le dire autrement, comment on peut créer une complicité autour des projets et faire en sorte que cette complicité, elle fabrique le projet à travers des temps de chantier. Donc on a fait dans ce programme FAC, donc à l'île Saint-Denis, en région parisienne, un certain nombre d'actions qui sont un peu basées sur le modèle d'un site pilote qui a consisté à choisir un espace public délaissé ou peu approprié avec des élus et une direction de l'aménagement du territoire. Et sur ce site, on a organisé une promenade diagnostique avec les habitants pour finalement créer un recueil de leurs sensibles. Donc sensibles au travers de deux prismes, le sensible, les sens, donc qu'est-ce que je ressens avec mes 5 sens, voire plus, et aussi le ressenti, donc c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme souvenir lié à ce lieu, souvenir personnel ou souvenir collectif, et et à quoi je me réfère quand je suis, quels sont mes marqueurs affectifs qui me permettent de me sentir bien ici ou moins bien. De ce protocole de recueil du sensible, on a fait un cahier des charges et on a fait d'abord dans le site pilote et après ça s'est décliné sous différentes formes. On a fait une conception, en l'occurrence avec des artisans de Bellastock, donc c'était un banc. Alors je ne sais pas s'il y a des images qui défilent en même temps, j'avais envoyé un certain nombre d'images, mais sinon c'est pas très grave. Donc on a fait un banc sur un parapet qui traverse finalement un quai qui donne sur la Seine pour pouvoir finalement traverser ce parapet et puis voir le grand paysage derrière le quai de Seine. Cette conception, elle a été faite en atelier, de façon autoconstruite, pour le premier prototype, et elle a été tout de suite mise en débat avec les habitants dans des dispositifs hyper festifs. Enfin voilà, on a fait une guinguette, on a essayé de débattre sur le projet, et donc il a été complètement transformé par les échanges, et ensuite il a été construit sur place. Et ensuite, il a été concrètement testé par les habitants, approuvé, et après par un contrôle technique en lien avec caractère qui conviendrait de faire dans ce cadre-là d'espace public. Et donc du coup, c'était à la fois hyper instructif et en même temps, ça a généré plein d'interrogations, et ça nous a permis finalement de dimensionner les types d'interventions qu'on peut imaginer dans l'espace public. Toujours dans cette idée derrière de préfigurer, de donner des informations pour outiller au maximum les cahiers des charges urbains qui allaient suivre pour révéler ces lieux. Voilà. Donc ce que derrière, on a reproduit un peu ce protocole avec la production de plusieurs collectifs d'artistes et d'artisans, et qui ont proposé qui ont été du coup qualifiés par Emeline Bailly et par Simon, entre autres, Simon Jacquemin. Donc voilà, à la fois qui ont proposé des formes d'immersion dans ces espaces. Donc c'était certaines interventions qui étaient ou sonores ou sur un sens, et qui permettaient vraiment d'être en immersion dans le lieu. Et puis certaines autres interventions étaient là complètement en mise à distance. C'était pour porter le regard sur le lointain, voir autrement les espaces, mais toujours ça permettait de créer un dialogue
dialogue, un moment de partage et puis un moment de complicité. Donc de là, voilà, je pourrais dire 3 enseignements principaux. Le premier, c'est que cette capacité de faire un diagnostic dilué dans le temps et à travers beaucoup d'actions et de chantiers, ça nous a permis de confirmer le fait qu'on sait exprimer une prise affective des lieux et qu'on sait la transmettre et qu'on sait la faire exister autrement que par des systèmes hyper compliqués ou très basés sinon sur des formes de concertation plus classiques. Le deuxième enseignement, c'est que ça nous a appris, c'est que c'est pas évident de renouer avec des évidences constructives, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans des formes de construction qui peuvent être hyper normées, conventionnées, avec des attendus a priori sur la viabilité d'un espace, et finalement dépasser ça pour créer une connaissance juste par la main, par le faire, donc proposer des constructions hors normes, ça nous permet de renouer justement avec des évidences constructives et finalement de commencer à dialoguer avec des techniciens d'une ville ou un contrôleur technique, et donc ça permet de créer un cadre de projet un peu différent. Et le troisième sujet dans la lignée, c'est que du coup, ça permet de développer des formes justement de coopération ou de co-construction qui nous ont beaucoup plu et qui nous ont rappelé souvent des expériences qui avaient été faites, notamment dans les années 80. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Agnès Denès, qui avait planté un champ en face de Manhattan et qui avait dit voilà, moi je fais une incursion dans la citadelle. Et ça crée comme ça des espaces d'ouverture et voilà de temps. Donc derrière, j'ai pris quelques notes, voilà, pour après un échange avec l'équipe vraiment, voilà, ensemble, qui avait réfléchi à ce livre, donc Oser la ville sensible. Et donc ce qu'on a retenu, c'est d'une part que ce genre d'initiatives qui permet en fait en quelque sorte de se tailler un territoire éphémère, mais c'est pas une occupation temporaire qu'on a proposé, c'est vraiment proposer un territoire éphémère pour prendre part à voilà, une forme de réalité dans l'espace public. Et bien ça nous a permis déjà d'apporter une connaissance fine du territoire et du patrimoine, des ressources même en réemploi, pour pouvoir les donner derrière à ceux qui fabriquent la ville. Ça nous a permis aussi de proposer des nouvelles formes de coopération et de co-construction, et donc de poser la question du paysage en ces termes, donc en quoi c'est une perception vécue avant d'être un espace voilà, naturel, d'avoir un espace culturel. Ça nous a permis évidemment de continuer à penser dans la lignée des réflexions de réemploi qu'on peut avoir. Ça nous a permis de proposer des composants d'ouvrages qui sont vecteurs d'urbanité, qui sont surtout vecteurs de mémoire, parce que c'est fait à partir de matériaux de réemploi. Ça nous a permis évidemment, et on l'espère, de responsabiliser des chaînes de production locales en disant qu'on pouvait les mobiliser pour fabriquer des micro-solutions techniques. Et puis on l'espère, ça nous permet d'œuvrer pour, en quelque sorte, de garantir une répartition équitable de la ressource et sa renouvelabilité. Voilà ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si j'étais claire. Voilà. Très clair. Et la technique a presque fonctionné parfaitement, ce qui est assez rare. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci Julie. Je sais que c'est difficile de suivre un débat ensuite par Skype, donc c'était nous important d'avoir cet éclairage parce que ce sujet vient justement de cet ouvrage. Donc je ne vais pas t'imposer d'essayer de nous écouter avec cette technique et de pouvoir intervenir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir intervenu, d'avoir donné la flamme qui a allumé ce débat. Et tu as posé des notions qui vont être essentielles dans la suite des discussions, notamment la notion du réemploi et de la co-construction dont on va parler immédiatement. À bientôt, Julie. Merci. Ouais. Merci à vous. On s'était fait une nouvelle amie, elle est déjà partie. Moi, ça me fend le cœur, cette histoire. Vous avez tous les trois la particularité, alors que vous avez des métiers différents,
d'être très dans vos démarches, qu'elles soient directement dans la construction et la scénographie, qu'elles soient sur la question du paysage, la question de géographe et la concertation, de mettre au centre de votre démarche cette notion de co-construction qu'on peut ramener à l'idée du sensible. Juste un petit tour de table pour voir comment justement, pourquoi cette notion-là est au centre et comment vous la voyez. C'est-à-dire comment elle s'exprime dans vos démarches créatives, cette notion de co-construction. Miguel, prends le micro. Bonjour, bonsoir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Julie. Nous, historiquement, l'accès à cette méthode co-constructive, elle s'est faite par la limitation par rapport à des démarches habituelles de la fabrication, soit de la ville, soit des espaces publics ou des jardins, dans lesquels on s'est retrouvé à l'étroit dans toutes les possibilités qu'il y avait de penser et de construire des espaces de vie, des espaces urbains, avec cette combinaison forte d'intégrer une vie non humaine dans les projets, donc tout ce qui fait référence au paysage, à la faune et à la flore. Et on s'est aperçu que la meilleure façon non seulement de l'implanter, mais d'en générer les conditions de survie à long terme, c'était au travers du partage et de la co-construction, qui représente évidemment énormément d'outils ou de modalités de construction elle-même, mais dans laquelle l'invitation à faire partie de cette fabrication des espaces de vie quotidiens, elle est le garant non seulement d'une création plus précise par rapport aux désirs des uns et des autres, mais aussi à sa vie, sa survie et sa gestion sur le long terme. Dans ce type de protocole de co-construction, avec le temps, on a développé plusieurs axes de travail. On a un petit peu abordé la question de l'art dans l'espace public ou de l'art justement en réaction à l'art public, qui fait que ces méthodes-là, elles ont des approches souvent artistiques. Peut-être pour sortir un peu du côté normatif de l'imagination et de la création des espaces publics. Normatif aussi à l'endroit presque réglementaire, c'est-à-dire qu'on sait qu'aussi que quand on pose un geste architectural comme une œuvre, on n'y met pas tout à fait les mêmes règles en termes de normes que si on le pose comme une architecture qui doit être habitée de façon classique, normes anti-feu et ainsi de suite. Enfin, il y a quand même des choses dont on s'affranchit quand on touche au statut d'œuvre d'art ou de scénographie. Évidemment, cette combinaison aussi des espaces de vie, des espaces du quotidien, parce qu'on a l'impression que les espaces sensibles seraient ceux de l'expérimentation et du laboratoire, en opposition à une ville insensible, qui serait celle de tous les jours. L'effort, en fait, il est celui de rapprocher ces mondes-là, celui d'une production nécessaire. On a vu tout à l'heure un débat très concret, très sérieux sur le pourquoi et le comment la ville se fait comme elle se fait. Et on essaye, je pense, dans des métiers différents, de dépasser un peu les habitudes qui peuvent être produites, notamment en ne s'autoproclamant pas le responsable en chef de la sensibilité collective, mais plutôt de la partager avec ceux qui la ressentent au quotidien. Moi, je voudrais peut-être proposer un embranchement du débat en disant que pour nous, en tant que paysagiste, il y a deux sensibilités qu'on aimerait pouvoir combiner dans les projets, qui est celle du partage des espaces publics, c'est-à-dire de ce qu'ils proposent comme lieu du commun et de la rencontre, mais aussi des lieux du contact avec la vie végétale ou animale, et qui sont ceux une autre sensibilité des humains dans les espaces urbains, qui jusqu'à il y a très peu de temps été exclus l'un de l'autre. On pensait que le fait de faire de la ville excluait forcément la nature. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle en dépend. Et c'est un très fort vecteur d'une pensée sensible que de penser la ville à partir des espaces naturels, végétalisés, des rivières et de tout ce qui la structure.
Et des délaissés aussi, qui justement font partie de cette pensée assez contemporaine du paysagisme, mais aussi de l'urbanisme. Tu me glissais que parmi les derniers très grands prix d'urbanisme au niveau mondial, finalement, les 3 derniers étaient des paysagistes, ce qui place bien quand même l'importance de remettre la nature au cœur de la construction de la ville. Cette question des délaissés, ça a toujours été la façon, le moteur créatif du collectif Existe, dans lequel tu as été associé pendant des années. Ça a été s'attaquer à ces fameuses dents creuses urbaines et remettre la vie à l'intérieur de ça. Mais remettre la vie et surtout, pour parler du sensible, c'est ce qui est toujours intéressant quand on fait des constructions, qu'on amène une petite flamme dans un lieu. C'est que, pour moi, la sensibilité, c'est comment les gens l'utilisent. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on va penser à mettre en place des protocoles, des espaces, et on laisse toujours des espaces libres. Et l'espace libre, en fait, c'est les gens qui se l'approprient. On voit quelle est l'utilité, quelle utilité ils en prennent. Ils le créent, en fait. C'est la sensibilité des gens. Et moi, je trouve, par rapport à des espaces, c'est comment les gens s'approprient cet espace. Et nous, on peut l'améliorer parce qu'on le construit aussi, on le dessine, mais surtout on peut le modifier. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense que Miguel aussi, sur les projets, ils suivent les projets de A à Z, ils y vont. Et même si on a une idée A au début, eh bien, on la fait toujours évoluer parce qu'on regarde, et le chantier est ouvert en général, donc les gens viennent, ils l'utilisent, et là, on essaye d'être le plus juste. Mais ça pose la nécessité d'aller vers un nouveau mode de production, en tout cas de l'architecture et du bâti, parce qu'en général, il y a une commande, on y répond, on travaille, et le travail d'architecte s'arrête le jour où l'usager arrive. Alors que là, il y a une nécessité à avoir une permanence, c'est-à-dire que le moment où on pose l'objet, c'est là où la dimension sensible va s'affiner, c'est-à-dire que c'est là où il faut revenir, voir comment les gens l'emploient. Nous, on a un exemple très concret. La semaine dernière, on a inauguré notre aire enfant avec le bus et l'espace attenant qu'on a pensé avec Christophe. Maintenant, on va voir comment les enfants s'en emparent. Et on s'aperçoit qu'au bout de 4 heures, ils avaient déjà tout cassé et que ce qu'on avait imaginé ne marchait pas vraiment. Mais voilà, la démarche sensible va commencer maintenant en regardant l'usager. Mais donc ça impose une durée sans doute plus longue que le processus habituel qui est concertation, négociation, fabrication et point final. Évolution, et donc en fait le projet il n'est jamais vraiment livré parce qu'il évolue, et il évolue parce qu'il est pratiqué. Et pour moi un projet qui marche c'est quand il est pratiqué, quand les gens s'en servent. Si les enfants ils cassent l'objet, ou les adultes, hein, ça veut dire qu'il a fonctionné. Il a fonctionné peut-être pas en sens de bon, le pneu, mais en tout cas il a été utilisé. Et donc on n'est pas dans un musée. Et là, quand je vois les enfants monter sur le camion, bon, peut-être c'est pas bien, mais à la fois ils tombent pas, ils s'éclatent. Quand ils s'éclatent, pas par terre, ça va. Mais ça devient, c'est un objet pratique, quoi, pratiqué surtout. Donc il y a un moyen de voir a posteriori, c'est-à-dire une fois que l'objet a été fabriqué, de continuer à affiner en convoquant la sensibilité des uns et des autres, en le voyant vivre. Et il y a les moyens en amont du projet, c'est-à-dire pour revitaliser, transformer la façon dont on fait de la concertation, la façon dont on va essayer de percevoir le besoin des gens et y répondre. Et là, peut-être Afid peut prendre la parole. Tu en as fait, entre guillemets, l'objet de ta structure, c'est de se dire, OK, il y a d'autres façons aujourd'hui de faire de la concertation, c'est-à-dire c'est de la concertation publique. On sait très bien que souvent, ça prend plutôt la gueule de rencontres dans des salles un peu morbides, obscures, avec des néons blancs et des gens qui arrivent en disant bon, voici le tracé qui fera ça, et c'est impossible quasiment de se projeter dans cet univers-là parce que les gens à qui on parle sont pas des urbanistes et sont pas des bâtisseurs. Donc comment stimuler, donc par quel moyen, je veux dire, mettre le futur usager et ses ressentis au cœur des projets, quoi. Comment arriver à justement dynamiser une concertation de sorte qu'elle soit plus efficace que ce qu'on fait normalement. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comment est-ce qu'on fait En tout cas, nous, on n'avait pas de formule magique avec Clémence, mon associé, quand on a fondé Comme Impossible, mais on est parti de l'idée toute simple, et je rejoins Miguel et Christophe là-dessus, c'est que, en fait, pourquoi est-ce qu'on ferait une ville inclusive? Pourquoi est-ce qu'on irait parler aux gens? Pourquoi est-ce qu'on ferait les choses avec les gens? Tout simplement parce que ça marche mieux.
que des projets imposés, et que ça nous pose face à un nœud quand même, qui est celui vraiment, notre nœud, c'est comment faire avec les habitants et pas faire pour les habitants. Et pour faire ça, nous, on est parti dans l'expérimentation. Et en fait, on s'est dit qu'un des outils qui pourrait être intéressant pour faire de la concertation, au début, on était parti sur un délire un réseau social numérique de quartier. On a très vite abandonné pour fabriquer un réseau social physique. Et ce réseau social physique, vous l'avez derrière vous. En fait, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire un réseau social physique pour que les gens se retrouvent, se reparlent, partagent ensemble, recréent des espaces de convivialité, etc. Ça a été le banc public, mais sauf que le banc public, pour nous, ne devait plus être rectiligne, mais arrondi pour qu'on soit en vis-à-vis, qu'on soit égaux, qu'on annule la dimension hiérarchique. Et donc, comment faire de la concertation différemment? D'abord en arrêtant de la faire dans les lieux de pouvoir. Très souvent, on demande, et d'ailleurs c'est une des limites principales de la concertation, qui n'en est souvent pas une, c'est souvent de la consultation ou de l'information, mais à différents degrés. On peut informer juste, vous êtes là, je vous informe qu'on va faire ça dans votre quartier. Je peux vous consulter, qu'est-ce que vous en pensez? Après, c'est moi qui décide. On peut concerter, donc essayer de trouver des nœuds et essayer de trouver les solutions. Et on peut aller un peu plus loin et co-créer ensemble. Donc avec Clémence, avec mon associé à Commun Possible, on essaye d'aller de plus en plus dans la co-création. Et comme je te le disais, une des réponses, c'est d'arrêter de faire ces concertations dans les lieux de pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est biaisé. Non seulement c'est biaisé, mais en plus ça mène à une ségrégation immédiate, c'est-à-dire que tu as énormément des strates entières de la population qui ne viendront pas dans les lieux de pouvoir parce qu'elles n'imaginent pas qu'elles sont les bienvenues là-bas, elles n'imaginent pas qu'elles ont le vocabulaire pour pouvoir s'exprimer dans ces lieux de pouvoir, que ce soit dans une salle municipale, en mairie ou même dans un gymnase, etc. Quand la maman africaine ou maghrébine ou le prolétaire, je l'ai dit de manière très triviale, mais c'est ça quoi, le prolo de base, il se sent pas légitime. Et du coup, on a créé un outil qui va sur les lieux de vie pour aller chercher la parole de populations qui ne s'expriment quasiment jamais et qu'on n'entend quasiment jamais. Et je crois que c'est avec cette richesse, c'est avec ça qu'on crée de la richesse du dialogue. Et ça, vous le mettez au service de quel type de projet? Alors nous, on répond, on est mandaté par des collectivités territoriales qui se retrouvent des fois dans des difficultés assez énormes sur des projets d'aménagement. On arrive un peu comme des pompiers, mais on essaye de leur expliquer que ce serait bien qu'on soit aussi en préventif. Donc on a des collectivités, on a aussi des groupements d'aménageurs qui répondent à des concours. On a répondu au concours Destine-moi Toulouse, on est avec un certain nombre de groupements d'aménageurs, et on a été retenu justement parce qu'on posait un regard différent sur la manière de faire la ville, la manière de faire l'urbanité ensemble. Et ça, j'aimerais vraiment... c'est un point hyper important dans notre travail, c'est que en réalité, cette manière de faire, elle questionne notre modèle politique, en fait. C'est complètement questionner notre modèle politique, qui est un modèle descendant, qui n'est pas du tout un modèle de gouvernance démocratique finalement, parce que un modèle de gouvernance démocratique, c'est aller vers les habitants, c'est sortir des lieux de pouvoir, ça questionne le partage du pouvoir. Souvent, les problèmes qu'on rencontre dans les projets d'aménagement, c'est que certains élus, pas tous, je dis pas tous, mais dans certaines municipalités, on refuse de laisser le citoyen s'exprimer sur ses besoins, ses difficultés, parce qu'on a l'impression de perdre du pouvoir. Nous, on arrive en disant, non, en fait, partager la parole, ça peut même vous donner des solutions, vous, élus, sur des éléments sur lesquels vous bloquez, quoi. Mais justement, est-ce que ces politiques, ces aménageurs ne voient pas dans vos démarches, à vous tous, c'est-à-dire de cette ville co-construite, d'arriver à impliquer l'habitant, arriver à faire des nouvelles modalités de concertation,
juste un outil, je veux dire une coquetterie au service du projet qu'ils veulent imposer tout de même. C'est-à-dire que, comme tu dis, vous allez arriver comme des pompiers. Ok, là on a eu un nœud, on a fait comme d'habitude, ça marche pas. Allez, venez les gentils artistes dans la ville pour parler avec des gens, pour dénouer la chose. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de réappropriation du politique, de choses qui partent quand même d'une nécessité, tu vois, une nécessité qu'on a tous nommée, nous, mais qui à la fin, celui qui paye, c'est celui qui va s'acheter un peu sa légitimité. Est-ce que vous vous confrontez pas à ça? Je pense par exemple, Miguel, quand tu travailles sur un projet en bas de Tours, tu vois, dans un quartier, en ce moment tu fais un travail sur le quartier de la Mosson, mais tu en as fait à Paris, et où on va dire, allez, dans ce tissu très complexe et ce maillage social un peu déséquilibré, incertain, allez mettre de la concertation, de la vie, mettez du vivant. Tu sens que derrière l'impulsion enfin, l'impulsion, elle est honnête? Pas toujours, évidemment. Mais je dirais que c'est une dérive d'une vieille école ou d'une façon de faire qui est justement dans le cadre d'un festival sur la ville de demain qui est déjà révolu ou qui ne va pas tarder à mourir d'elle-même. Parce que la qualité de ces espaces urbains, elle n'est pas à la hauteur des attendus de nous-mêmes et surtout des générations futures qui n'ont aucun droit à la création de la ville aujourd'hui. Les gens de moins de 25 ans, pour faire vite, ils ne sont pas du tout invités à savoir ce qu'elle sera leur ville de demain, alors que ça sera principalement eux qui vont la vivre en tout cas. Vu les temporalités très longues de la construction urbaine, de la complexité de quartiers comme celui-ci, par exemple, dans lequel se trouve Tropisme, et finalement, la récupération politique, c'est une vision à très court terme de mois ou d'années ou de 4 ans, de fractions de 4 ans maximum, dans laquelle cette sensibilité comme acte de résistance face à cette répétition de la ville comme méthode de fabrication du pouvoir, qu'elle soit politique ou économique, elle ouvre la perspective d'une ville qui serait faite autrement, selon d'autres besoins, selon d'autres désirs et selon d'autres modalités, que ces projets un peu expérimentaux essayent d'inventer pour que, même s'il y a récupération politique, ce qui est leur métier, aux politiques, de récupérer des projets, si les projets sont justes, si les projets sont bons, si les projets sont partagés, tant mieux qu'ils les récupèrent. La question, c'est même pas qu'ils les récupèrent, qu'ils les portent, et haut et fort, comme acte politique collectif. Et on attend ça de nos élus. Donc on ne va pas leur reprocher ce pourquoi ils sont mandatés. Par contre, la façon dont on explore ces sensibilités à l'œuvre et cette modification des sensibilités, aussi comme pratique urbaine, on voit et les modes de déplacement et les modes d'occupation de l'espace public qui changent tous les 10 ans de façon radicale. Et donc le fait d'apporter un regard sensible sur la création ou l'évolution de la ville, elle anticipe aussi sur sa malléabilité, sur sa résilience, qui fait qu'une ville est juste pour son temps et qu'on n'attend pas qu'elle soit caduque pour la casser et la reconstruire et la recasser et la reconstruire. Et je pense que les villes qui ont su construire des espaces publics justes dans le temps, on pense aux centres-villes méditerranéens, aux villes italiennes, où on n'a pas besoin de concerter, on n'a pas besoin de mesurer, ça marche à n'importe quelle époque. Il y a des marchés, il y a des rencontres, il y a des vieux sur les bancs, il y a des gens qui se parlent dans la rue. Et pourquoi ces choses-là elles perdurent, elles traversent l'histoire, et d'autres non, d'autres sont arides. Et donc je pense que l'intégration de ces questions de la sensibilité et leur traduction en gestes concrets repris par des professionnels de la ville, il en faut quand même, c'est pas du tout la ville, on fait ce qu'on veut, on improvise. Mais moi je dirais que le regard sensible sur la ville et sur sa construction, c'est celui qui permettrait d'être dans une spontanéité permanente,
dans ce qu'on a envie de faire, ce que disait Christophe par rapport à la programmation même de la ville. C'est-à-dire qu'il y a un métier qui consiste à programmer, c'est-à-dire à dire ce qu'on va faire dans chaque endroit de la ville. Ces métiers-là, ils ont une raison d'être évidemment, mais ils se doivent aussi d'évoluer dans des perspectives où tout est un peu remis en question et dans lequel il faut quand même retrouver quelques lignes directrices pour construire la ville, dont ces méthodes qu'il a très bien décrit entre l'information jusqu'à la co-création, et que j'aimerais poursuivre avec la co-réalisation et les chantiers collectifs qui sont ceux qui matérialisent à l'échelle 1 cette longue chaîne du partage non seulement de la décision mais du pouvoir. Le chantier collectif, c'est justement le mode de concertation que vous avez mis en œuvre avec Exist et que tu mets en œuvre avec Martine André. C'est la façon finalement de faire de la concertation dans votre collectif depuis le début. Comment ça se passe? Et tu vas peut-être pouvoir montrer justement un exemple. Oui, on peut passer quelques photos, mais je reviens sur justement les périodes de discussion avec les habitants, avec le banc public ou le café à l'époque. Hein, là où on discutait, c'était le PMU du village, du quartier. Et nous, on essayait tout le temps de faire des repas de quartier, quoi. En fait, c'est-à-dire on arrivait, on commençait l'installation et à partir du premier geste, c'était monter une grande table. Et donc cette table, elle était ouverte parce que les voisins, tout le monde passait. Qu'est-ce qui se passe? Et bon, on commençait à expliquer le projet, puis on leur disait mais ce soir, venez, on mange, amenez une quiche, une salade, n'importe quoi. Et là, on est en vraie discussion parce que là, en fait, eux, ils nous expliquent le quartier vraiment, même si on a fait des recherches. Tous les habitants, et puis se livrent. En fait, ils se livrent parce que c'est simple, parce qu'on a un vrai rapport humain, terre à terre. On n'est pas sur une estrade, on est en face. Et ça, c'est vraiment quoi. Pour comprendre un quartier, pour comprendre un lieu, je pense que il faut y passer du temps et permettre aux gens de s'exprimer. Et souvent impliqués dans le chantier lui-même, dans le processus d'idéation, les habitants eux-mêmes. Je sais qu'il y a des projets où la mamie du coin devient votre cuisinière. C'est ça, on était arrivé à un moment où, du coup, chaque famille a sa spécialité. Il y avait une famille turque, elle est venue, elle nous a fait des pitas. Il y avait une maman jamaïcaine, elle est venue faire des gâteaux, pas des space cakes, hein, des gâteaux normaux, pardon. Et là, en fait, il y avait ce vrai partage, il y avait ce vrai passation de savoir-faire, en fait, entre nous constructeurs. On faisait le feu, on allumait aussi, on faisait le four à pain. Et là, les mamans arrivaient, elles faisaient à manger. Du coup, il y avait toute la famille venait, et il y avait ce vrai échange sur le lieu. Et ça créait un vrai lieu de vie. Et à chaque fois, c'est arrivé 2 fois à Madrid et à Londres, où les gens ont voulu garder l'installation. Donc ça, c'était pas possible, on l'a démonté. Mais par contre, avec les mairies, eh bien, ils ont pris possession du lieu, ça fait appel à d'autres projets. Il y a des architectes, des collectifs d'artistes qui ont pris en main l'espace parce qu'on a montré qu'il y avait des possibles et que ça se passait bien, que c'était pas forcément ni un squat, ni une zone délaissée. Justement, on peut exemplifier avec Madrid, je crois. Tu peux commenter et dire comment le process s'est passé? Ouais, Madrid, c'était pour la Noche en Blanco en 2009. Et la Nuit Blanche, je traduis. La Nuit Blanche, ouais, pardon. Et on était appelé pour créer un espace dans la ville pour 3 jours, avec un certain budget. Et on leur a dit, bon, ok, on fait l'installation, mais pour 3 jours, c'est assez ridicule parce que maintenant que c'est monté, on peut le tenir sur 1 mois, quoi. Donc, en fait, on a réussi à avoir une autorisation de bar. Du coup, le bar, en fait, autofinançait les gens qui travaillaient, le nettoyage, la gestion du lieu. Et ce projet, c'était dans une ancienne piscine. Peut-être on peut voir des images, Eric. Voilà, c'est ça. C'était en fait une ancienne piscine dans le quartier de la Latina qu'ils avaient rasé, démonté. Ils devaient en reconstruire une autre piscine. Ça, pendant 4 ans, il y a eu, du coup, c'était vraiment un terrain vague où il y avait des junkies qui venaient. Et la piscine, le projet de piscine, il a capoté. Du coup, c'est des promoteurs immobiliers qui ont repris et qui ont voulu faire en fait des immeubles. Et nous, on était juste à la temporalité avant que le chantier commence. Du coup, on a recréé un espace de vie. C'était City Island, le titre du projet. Donc, il y avait en fait on avait repris l'idée de la piscine, mais c'était un pédiluve de 20 mètres de long avec 20 cm. Du coup, il y avait une petite forêt tropicale. Il y avait sur la gauche on voit une bâche noire, c'était le bar. Au fond, il y avait un cinéma.
Ensuite, juste à côté du cinéma, il y avait tout ce qui était sanitaire, il y avait un espace de concert, et à droite de la piscine, on peut appeler, il y avait tout un terrain de jeu avec, en fait, on avait gardé toutes les chutes de bois, et les enfants, en fait, ça faisait un capla géant, donc c'était devenu un vrai parc public, en fait, où toutes les générations venaient. Et quand on est parti, on a donné les clés, en fait, à 6 personnes du quartier, et ils ont tenu le lieu pendant 3 ans après. Donc ils se le sont appropriés, on a laissé pas mal de matériaux et surtout on avait juste donné une petite étincelle de vie et dans le quartier, c'est un quartier très très populaire mais où il y a que des bars, il y a pas d'espace public quoi. Et donc en fait ils se sont refait leur propre espace public. Il y a souvent la question du réemploi des matériaux. Vous l'avez nommé tous les deux. C'est une grande thématique qu'on a abordée hier avec Julien Chopin de Encore Heureux, qui travaille vraiment principalement sur ça. Le réemploi, vous le vivez comme une nécessité presque économique de production ou comme réellement un moteur justement à recréer de la sensibilité parce qu'on crée de l'histoire, on crée du référent. Tu veux la vraie réponse? Oui. Non, c'est très difficile de réemployer des matériaux. On peut réemployer quelques pièces fortes qui ont été dans un lieu, comme ici on a fait sur quelques tuyaux, mais récupérer un plancher qui a été démonté, c'est une mise en œuvre de fou, quoi. Faut déclouer, il faut nettoyer toutes les planches, on n'a jamais les bonnes longueurs. Le discours est très chouette, mais la mise en pratique est très difficile. Donc après, c'est dans le projet, c'est trouver la part des choses entre comment on a l'histoire, on raconte l'histoire, on garde l'image du lieu ou de ce qu'on a employé, et du coup on parle d'une fiction et on le met en avant, mais on ne peut pas faire que du réemploi, c'est assez difficile. Miguel. Oui, moi j'ai une version un peu différente parce que le jardin, la nature, la terre, elle offre d'autres perspectives de détournement plus que de réemploi. Donc si on ne parle pas de ces problèmes d'objets, de récupération d'objets, d'ailleurs on a un projet assez emblématique là-dessus avec Bellastock justement à Ivry-sur-Seine, où on a réorienté des matériaux plus que de les réemployer au sens de avant ils étaient quelque chose et après ils deviennent quelque chose, mais dans la réutilisation des substrats, de la terre et de la manipulation des volumes existants, il y a toujours une façon de les réutiliser sur le chantier. Après, il y a le réemploi ou le dépassement des fonctions du lieu, c'est-à-dire que à Ivry toujours, il y a des espaces qui étaient, par exemple, que des stades, des plateformes d'asphalte qui ne servaient que à faire du sport. On les a complétés avec des morceaux de jardin, avec des assises, des bancs, et donc c'est plutôt un prolongement de leur état qu'un réemploi directement. Afid, peut-être pour qu'on rentre un peu plus dans votre démarche, tu avais préparé quelques slides qui vont permettre de rendre un peu concrète, plus concrète cette démarche participative que vous avez mis en place. Exact. Alors avant de lancer la présentation, que je vais essayer de faire la plus rapide possible, vous verrez, il y a un petit film. Je vais juste pour vous expliquer comment ça va se dérouler. En fait, on va parler vraiment du sensible qu'on a cherché aussi à créer et explorer à travers cette installation qu'est la nacelle. On a eu des témoignages assez incroyables, assez émouvants avec Clémence. Au début, on l'a testé, donc on l'a posé. Et on s'éloignait, on se mettait à 20 mètres, 25 mètres et on regardait comment les gens l'appréhendaient. Et c'est très drôle, il y a des gens qui se mettent justement à regarder comme ça en mode bureau. On peut travailler finalement, on trouve qu'on peut travailler dessus dans l'espace public. On a inauguré un nouvel usage qui n'était pas le coworking mais le street working. On peut aller bosser dans l'espace public. Il y a une maman qui est venue nous dire que son fils qui était atteint d'autisme, pour lui c'était donc il allait jouer dans le jardin public, mais il revenait très souvent à la nacelle parce que pour lui c'était comme un cocon, c'était un havre de paix dans lequel il pouvait se retrouver, etc. On a commencé à explorer comme ça
des choses très sensibles, on le posait, et puis pouf, d'un coup, il y avait un événement artistique spontané qui se passait dedans, une danseuse de flamenco qui s'est mise, qui a trouvé que le sol était parfait et qui sonnait vachement bien pour le flamenco, pour ces tapotis de flamenco, ou alors une jeune fille, on va la voir, qui spontanément est rentrée dedans avec son enceinte Bluetooth, qui a lancé sa musique et qui a fait un petit concert de violon, etc. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, c'est à travers la reconquête de cette poétique dans la ville, remettre des espaces poétiques, permettre l'émergence d'espaces poétiques, qu'on crée cette émotion dans la ville et en gros qu'on redonne une identité à des espaces qui trop souvent l'ont perdu. Pourquoi? Parce que je pense que dans notre urbanisme actuel, on a décidé de trop spécialiser les espaces. Aujourd'hui, regardez, il n'y a quasiment pas d'espace où on peut se réunir sans payer. C'est-à-dire que l'espace de réunion est devenu quasiment tout le temps privatisé. Tu disais tout à l'heure, Miguel, que les Romains ont créé des espaces qui ont perduré dans le temps, etc. Mais complètement, parce que c'était des espaces de réunion, mais des espaces de réunion gratuits. Nous, aujourd'hui, on en a fait des espaces de réunion payants, ou alors des espaces de flux. Et du coup, il n'y a plus ces espaces de spontanéité juste où on recrée des choses. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans une première partie de la présentation. Ensuite, je vais vous montrer d'autres outils. Ça, c'est un de nos outils parce qu'il est sensible, parce qu'il est rond, parce qu'il est accueillant et en même temps il reste ouvert. Mais on en a d'autres qui nous permettent de faire émerger cette sensibilité. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est à travers cette sensibilité et à travers la concertation, son but ultime, c'est vraiment de créer une vision commune, partagée entre les gens qui partagent un même espace. Donc voilà, Nacelle, pour nous, c'est recréer de l'émotion dans la ville. Et donc, on va regarder juste quelques secondes de la première slide, qui est un film. Et c'était notre première expérimentation. Elle venait de se créer. Ça faisait même pas une semaine qu'on avait sorti la première maquette avec premier prototype avec Clémence. On a décidé de sortir de notre Toulouse à nous et d'aller à Bordeaux, la ville concurrente, et de la poser justement pour être hors sol, pas dans un endroit qu'on connaît. Et donc on est allé la poser là-bas et on faisait des expérimentations. Elle se monte, elle se démonte en 15 minutes. Donc on la monte, on s'éloigne, on regarde ce qui se passe et puis on voit les interactions et très souvent il y a des gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont réunis dedans et donc on est allé leur parler. Mais si on peut avoir la vidéo et si voilà. Voilà. Donc on peut passer à la slide suivante. C'était juste pour vous montrer la spontanéité de la chose. On l'avait juste posée. Et Faustine, qui était en train de jouer sur le miroir d'eau avec son violon, s'est dit « Ah tiens, ça peut faire une chouette scène ». Elle est venue, elle a posé son enceinte. Donc on entend vraiment le son qu'il y avait, c'est le son originel. Hein. Elle a posé l'enceinte et hop, ça a donné ça. On a eu... donc c'était là. Voilà. C'était à ce moment-là. La photo juste avant, en fait, c'était... première expérience, c'était le Festival des Communs. On était sur un espace qui a vraiment, c'est les arènes, l'espace des arènes à Toulouse. C'est un hub de communication. Donc tu as le tramway, les bus, le métro et une cité. Et dans cet espace-là, tu as une énorme esplanade avec des gradins, mais inutilisés. Et on est juste venu poser la nacelle pour recréer, dire, ok, ça peut être autre chose qu'un espace de flux, ça peut être un instant de pause. On arrive, juste on se pose, on prend un temps. Et voilà, des habitants de la cité, donc des tours, ont vu ça de haut, ils sont descendus, ils se sont posés, tout simplement. On va continuer, ça c'était donc à Bordeaux, ça c'était pendant une expérimentation, on les avait posés sur la place du Capitole à Toulouse, et pareil, tout de suite, on arrive à être, on a quand même fait attention au sens, au sensible dans son design, de manière à créer cette dimension, ce cocon, etc. Et en même temps qu'on soit vraiment un nombre intéressant pour pouvoir dialoguer et avoir spontanément une communication non violente. Donc elle est designée pour 10 personnes maximum. Là, on a expérimenté autre chose. On a juste mis logo Wi-Fi, on a mis
très simplement, on était dans l'expérimentation Smart City. Alors on peut en dire plusieurs choses. Dans Smart City, pour nous, la Smart City n'est pas d'abord technologique. Smart City, c'est d'abord des Smart Citizens. Et c'est des citoyens intelligents et donc des citoyens qui communiquent entre eux, pas forcément à travers la technologie. Mais on a fait quand même l'expérience, on a posé le logo Wi-Fi, en effet ça a créé une nouvelle fonction, le street working, comme je vous disais. Toujours dans la dimension sensible, si on passe à l'autre slide, ça on avait été mandaté pour porter toute la stratégie de communication de la France pendant la COP22. Pardon. Donc on est parti à Marrakech et on a fait un pari, on leur a dit au lieu de communiquer entre technocrates sur l'avenir du climat, etc., on va en parler avec les gens. Donc on a créé, on a installé 7 nacelles sur la place Jemaa el-Fna. Je ne sais pas si vous connaissez cette place. C'est la place mythique de Marrakech, qui est la place où on retrouve des conteurs, des dresseurs de serpents, etc., etc. Et on nous a dit, vous allez vous vautrer, vous allez vous casser la gueule, personne ne va venir. On a posé les nacelles, et ça, c'était 5 minutes après qu'on les pose. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a raconté des contes sur le climat. Donc on a repris l'usage qui existait dans cette place. On a formé on a réécrit des contes sur le climat et en arabe et on les a donnés à des conteurs et des conteuses. Là, c'est Zara, Fatim Zara, qui est conteuse marocaine et qui racontait ces histoires-là. Et on a réussi, on nous a dit, vous allez vous vautrer. On a fait 9000 personnes en 15 jours. Et le Marocain lambda qui est venu écouter des contes sur le climat et donc ce travail de sens, de sensible et de sensibilisation. Voilà. On a continué, si on passe à la suivante, pareil là c'était vraiment toujours les contes sur le climat mais racontés aux enfants et comme quoi ça peut être aussi un espace où on peut être dans l'émotion, dans la poétique, dans se raconter un monde, le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Et voilà. On va passer juste et je vais passer très rapidement sur les suivantes. Donc, si on peut passer. Ça, c'était à Montréal. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de construire ensemble notre espace. Donc, ça, c'est un montage collaboratif. Pour les personnes qui vont utiliser la nacelle, eh ben, le monte elle-même. Et quand tu montes l'espace dans lequel tu vas étudier, tu vas travailler, tu vas discuter, eh ben, ça se passe forcément vachement mieux. Et la suivante, bah, c'est pareil, à Montréal, elle est utilisée comme la nacelle, donc on l'a faite avec, on est en partenariat avec Percolab Montréal, qui est un laboratoire d'innovation sociale, et il l'utilise aussi là-bas comme outil de dialogue avec les habitants de la ville. Et là, notamment, c'était pour l'accueil des migrants. Et donc, ce sont d'anciens migrants qui racontaient leurs histoires, comment ils sont arrivés, comment ils se sont, j'aime pas trop ce mot, mais j'allais dire intégrés, mais bon, plutôt comment ils se sont fondus, comment ils ont apporté leurs atouts à ce pays-là et comment ce pays-là aussi a apporté des choses à ces gens-là. Et donc, il y avait ce croisement entre des histoires qui en devenir et des histoires qui étaient déjà réalisées. Et on continue rapidement. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, donc ça c'est un outil de travail aussi. Travaillons un peu différemment, ayons une autre sensibilité au travail. C'est à l'hôtel de la région à Toulouse, l'hôtel de région Occitanie à Toulouse. Donc c'est devenu un outil de travail aussi. Travailler différemment ensemble, non pas d'une manière hiérarchique avec quelqu'un en bout de bureau, mais en circulaire avec exactement la même. On est à équidistance dans un cercle, donc il n'y a pas de supériorité. Et encore 2 ou 3 et on finit. Donc l'idée c'était vraiment ça, créer des territoires communs. Là c'est des ateliers et ça c'est un projet d'aménagement à Toulouse, c'est le CEAT Guillaumet, un ancien site militaire, un peu comme ici. Et les gens à la fin de ces ateliers nous disaient mais on avait peur que ce soit quelque chose qui soit fait pour nous, sans nous consulter. Et finalement, à la dernière, on crée une place de village. Vous voyez, il y a des nacelles, c'est des groupes d'ateliers. Et ensuite, il y a une place de village entre toutes ces nacelles. Et ils nous ont dit, mais en parlant comme ça ensemble, on a juste envie de vivre ensemble maintenant, en ayant passé ce moment ensemble. Et pour
rendre exemple, le samedi, pour ceux qui veulent venir, on va vraiment l'expérimenter en mode atelier samedi. Il y aura Miguel qui sera encore là, avec son frère aussi, qui est les deux co-concepteurs de Coloco. Et on va disserter, travailler ensemble, phosphorer sur la question du climat et se projeter. Voilà, le thème c'est la nature au secours de la ville, et on va voir comment on utilise ce dispositif participatif pour répondre à ces questions, ou en tout cas essayer de s'éclairer. Merci. Miguel, toi, dans ton travail de paysagiste, la question du mobilier, de l'objet, de ce qui fait le lien est assez importante. C'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement des agenceurs de bouts de nature, vous agencez des espaces de communication, de dialogue. C'est quand même un des gros moteurs de ce que vous avez fait. Oui, après, ce qui est intéressant et qui surgit petit à petit avec cette approche sensible de la ville, c'est que c'est une combinaison assez fine et toujours re-questionnée sur la façon dont on propose et la façon dont les gens disposent. Ce que disait Christophe tout à l'heure par rapport à cette question de laisser des espaces de liberté, d'appropriation et d'interprétation de ce qu'on aurait dessiné ou construit en amont. Donc je pense surtout à des échelles aussi vastes que le quartier de la Mosson, par exemple, qui va être transformé sur plus d'une décennie avec énormément de changements de logements, d'espaces publics, de paysages, et où le designer que nous sommes au moment de construire de l'espace public, il écrit les lignes d'une partition interprétée par l'usager, le public, et l'évolution de ces publics qu'on a beaucoup de mal à analyser, à cibler. Moi, même en travaillant avec des sociologues, j'ai jamais compris qui était la Mosson comme complexité d'habitants. Il y a plus de 15 000 personnes. Tout se dérobe à l'analyse qu'on peut faire, quel que soit et donc plus que de comprendre ces lieux-là, c'est plutôt de les inviter, venir s'exprimer par eux-mêmes, qu'on l'interprète ou pas. Et c'est un peu le symbole de ce nid que vous proposez, qui est en même temps très construit, très designé, très précis, et en même temps complètement ouvert à toutes les interprétations possibles. Moi, je pense que désormais, cette ville de demain, il faut qu'elle soit une combinaison de choses très technologiques, très pratiques, très designées, très conçues, et en même temps quelque chose qui soit complètement revu, revisitable et interprété, innové, parce que c'est à partir de ça que vont s'établir les paramètres de l'évolution des villes telles qu'on les connaît. Et interopérable aussi. Que ça puisse Est-ce que les quelques résistants de cette journée fleuve de table ronde ont des questions ? Est-ce que votre sensibilité va parler comme ça ? Je sens qu'il y a des notes qui ont été prises, qui peuvent peut-être prêter à questionnement. Voilà. Tout à fait. Donc là, je me prends un râteau énorme, mais j'ai l'habitude. Eh bien, il n'y aura pas de questions. Ah! Merci. Non, moi, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque par rapport tout à l'heure. Vous avez parlé de réemploi de matériaux, que c'est très difficile. Alors, je crois qu'il y a quand même justement ce qu'on a vu hier avec Encore Heureux, que c'est des choses qui se développent énormément. Maintenant, c'est un terme qui est connu, alors qu'avant, on ne faisait que du recyclage. Sur le réemploi aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être un peu compliqué, mais ça s'est pratiqué depuis toujours. Ça se repratique à nouveau, mais effectivement, il y a peut-être à réapprendre aux gens à le faire, à faire du démontage méthodique, à avoir des personnes, un nouveau métier de valoriste. Par exemple, il y a une formation en France qui se fait en Bretagne pour ce métier de valoriste, pour savoir démonter proprement quelque chose et pouvoir le réutiliser. Le réemploi, c'est pas obligatoirement je démonte une porte à un endroit et je remets la porte au même endroit. C'est peut-être à ce moment-là sur une fenêtre qui est en simple vitrage, on la sort effectivement de son extérieur pour en faire la détourner pour une cloison intérieure, pour tout un tas de choses. Donc il y a énormément de choses aujourd'hui sur le réemploi quand même à faire. C'est pas absolument simple,
Ça, c'est sûr, c'est des choses complexes, mais c'est en train de bien avancer comme à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais par contre, voilà, il faut former des gens. Il y a des matériothèques qui sont en train de se créer. Moi, quand j'ai fait cette remarque, c'est par rapport souvent au budget du chantier. Et en fait, de réutiliser surtout des planches, après des fenêtres, des portes, des objets assez typiques, comme Encore Heureux l'a fait avec la maison des portes. La porte, on la prend, on la démonte, on enlève les gonds, et là, on peut faire ce qu'on veut. Par contre, si on parle vraiment de récupérer les poutres de l'ancien plafond pour refaire une structure, ça veut dire que juste ta poutre de 3 mètres, quand il faut enlever 50 vis dedans, elle coûte 4 fois plus cher parce que ta main d'œuvre est plus chère que la matière première. Donc l'idée est chouette. Par contre, c'est peut-être des organismes avec des formations, avec de la réinsertion, avec du stockage, du triage, du calibrage. Et c'est un temps énorme. Mais on va y arriver, ça je suis sûr. Merci tout le monde. Moi, je voudrais faire une mini parenthèse finale, parce que je pense que c'est au-delà de la journée fleuve, il y a quelque chose d'assez déconcertant à parler du sensible, parce que c'est une question très générale et avec peu de spécialité. Il n'y a pas de sensibiliste comme il y a des valeuristes, mais néanmoins, c'est quelque chose qu'il ne faut pas abandonner à la fabrique industrielle de la ville et à son habitude. C'est très difficile d'intégrer cette question-là, aussi bien dans un festival, dans une discussion, dans un débat. C'est courageux et important d'avoir proposé cette séquence-là dans un festival comme Métropolisme. Mais c'est quelque chose qui est tellement transversal à tous nos métiers et à tous les moments des métiers différents. C'est-à-dire que la question du sensible, elle n'est pas que dans le moment où on est en scène dans l'espace public. Il est aussi dans le moment où on dessine, où on réfléchit, où on fait des réunions dans l'espace public plutôt que dans les bureaux, et où on n'abandonne pas la sensibilité aux hiérarchies, au pouvoir en place. Et je pense que cet axe de travail-là, il est très doux et très fort aussi dans une idée de résistance et d'invention d'une ville différente, d'une ville nouvelle, qui est celle à laquelle on voudrait rêver. C'est du liant, quoi, en fait. C'est du vrai liant, c'est du ciment. Oui, je voulais juste réagir sur la question de la sensibilité qui s'exprime des sensibilités qui peuvent s'exprimer dans l'espace public. Finalement, l'espace public, il est pensé et géré tant bien que mal par les politiques dans une certaine neutralité pour être support des pratiques et être polyvalent. On disait qu'il n'y avait pas d'expression finalement. Et finalement, on voit que dans la réussite des projets que vous proposez, ce qui fonctionne, c'est qu'il y a une dimension éphémère et qu'il y a une dimension souple. C'est-à-dire qu'en fait, on a un espace support qui est dur, un espace matière, et finalement, l'espace méditerranéen, c'est ça aussi, parce qu'il y a un moment, il y a une question d'appropriation, d'expression des idées, l'espace public qui vient comme ça supporter les idées, mais c'est des choses qui passent, parce qu'après, sur le long terme, c'est difficile en termes de portage politique, de l'acceptation finalement des expressions des individualités. Je ne dis pas qu'elles ne doivent pas s'exprimer, mais il me semble qu'il y a une double dimension, et c'est vrai que de penser l'espace public non pas comme un seul cadre, mais un cadre à la fois polyvalent et avec une certaine neutralité, et d'un autre côté des espaces souples qui peuvent venir ponctuer comme ça la vie d'espace public, et du coup s'adapter aussi au fil du temps dont on parlait dans la discussion. Juste une mini parenthèse, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'éphémère, oui, comme espace exploratoire ou de prototype. Moi, quand je plante un arbre, je le plante pas de façon éphémère. Je le plante dans l'idée un peu utopique qui va vivre plusieurs siècles. Voilà. Et par contre, ce que vous affirmez là, et je pense que c'est de ça que nous parlons à l'heure de fabriquer ces villes, c'est que cette sensibilité-là, elle a pas de temporalité, elle traverse les époques, les modes et ce qu'on veut de façon très, très souple, pourvu qu'elle garde une capacité d'adaptation, que les espaces urbains gardent une capacité d'adaptation et de réinterprétation successive avec les époques. Après, il y a autre chose juste sur les espaces publics, parce que là, on parle vraiment de l'espace public. Et je pense qu'il y a un moment où là, l'architecte, il est vraiment
la perspective, l'image et la photo. Et ce qu'on ramène souvent avec des petits processus, c'est de la vie et c'est de la pratique. Et donc moi j'adore la perspective, c'est génial. Mais par contre, des petits espaces de vie, ça manque beaucoup. Quand on voit des bancs publics où il y a 10 mètres entre chaque banc public, comment tu veux parler à quelqu'un? Je suis complètement d'accord avec toi, Christophe, et pareil, Miguel. Mais juste pour rebondir sur cette idée, certes, c'est éphémère, mais en fait, ce que ça génère, c'est de la parole, c'est du dialogue. Et en fait, ça, c'est pas éphémère. Parce que les engagements, la parole, elle reste. Et les gens, quand on leur dit on va faire quelque chose ensemble, ou quand les politiques disent ok, on vous a écouté, la parole qui est donnée comme ça, elle est pas gratuite. En fait, quand on prend un engagement, quand on parle quand même, quand on fait un processus de concertation, nous, et que ok, certes, c'est peut-être dans des espaces qui vont disparaître. Non, bien sûr, complètement, ça aide à libérer la parole, mais c'est elle qui est importante en fait. C'est parce que c'est ça le liant en fait. C'est ça que je voulais dire simplement. En tout cas, je pense que c'est ça le liant qui arrive à fédérer un peu les gens après. Moi, je suis d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une temporalité du politique aussi qui n'est pas la même, et à vous de les convaincre de là où vous êtes. Et alors, moi, ma question derrière ça, c'est, et puis bon, ils sont liés aussi à une mandature, donc des périodes électorales. Enfin, c'est très très compliqué quand même. Mais ma question, c'était à tous les trois, vous vous définissez plus comme des artistes, plus comme des architectes, enfin, où elle est votre posture pour convaincre justement le politique quand vous êtes dans l'acte de poser votre création, qu'elle soit éphémère ou plus inscrite dans le temps, etc. Ça, c'est une question très précise à laquelle nous, depuis une bonne dizaine d'années, on a voulu répondre par la non-définition dans des classes, dans des métiers. Et dans des approches où on se ferait classer dans des différents métiers. Les processus de construction des projets, eux, par contre, ils sont parfois artistiques. L'année dernière, on a participé à la Biennale Manifesta à Palerme avec une commande artistique. On est en train de travailler avec la ville de Montpellier, avec la CERM et la métropole, avec des marchés publics de maîtrise d'œuvre. On peut construire des espaces avec des systèmes associatifs ou des commandes plus informelles. Le politique et le rapport au politique, il n'est pas du tout l'ensemble des constructions urbaines, et loin de là. Et donc, c'est les modalités de transformation de la ville, de mise en avant des projets qui, eux, définissent plus l'approche du mode constructif et donc de sa liberté. À Palerme, par exemple, il n'y a pas eu un politique, il n'y a pas eu d'autorisation, il n'y a pas eu de commande politique ni publique. C'est vraiment une œuvre artistique informelle du point de vue de l'aménagement urbain. Et par contre, c'est un jardin qu'on a planté avec une cinquantaine d'arbres qui, eux, vont durer quelques décennies et qui ignorent de façon très heureuse le calendrier politique et électoral. C'est une des pistes qu'on a trouvées, nous, comme collectif, justement de façon à associer la plupart de différents types d'approches et de métiers dans lesquels on fait tous un peu de façon progressive et diverse, un peu d'artistique, un peu de technique, un peu de politique, et où tout ça... La question d'être face à face aux politiques, c'est pas qu'un rapport de conviction qu'on a. Ils ont besoin de construire ce type d'espace-là. Ils ont beaucoup besoin de nous aussi, de nous au sens large. Hein. Et donc, c'est plus la façon de s'assembler, de s'associer que de convaincre pour pouvoir utiliser aussi les process et les ressources publiques. À côté de vous, vous avez une dame qui travaille pour le service public, elle n'est pas dénuée de sensibilité. Par contre, elle obéit à des protocoles et à des règles organisées par les marchés publics qui ne sont pas très malléables, elles. Complètement d'accord avec toi.
Non, sur la définition de notre identité, tantôt on est artiste et surtout on travaille avec plein de gens différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a plein de partenaires, plein de gens qui interviennent avec nous. Et tantôt, oui, c'est une posture artistique, tantôt une posture de sociologue dans nos études de terrain, tantôt une posture de journalistique. Et tantôt, moi je dis souvent, en fait, on fait de l'ingénierie du temps. Alors personne pige ce que c'est, mais si, en fait, c'est animer les temps les postures et les temps d'expression des différents publics pour que chacun puisse avoir un temps où il sera vraiment écouté. Et donc voilà, moi des fois je l'imagine comme ça, de l'ingénierie du temps, ça veut un peu tout et rien dire, mais ça ressemble bien à ce qu'on fait, c'est-à-dire une approche très généraliste, et je pense que, enfin je suis d'accord avec toi, il faut que ça reste comme ça, généraliste et pas trop spécialiste non plus. Et juste une dernière remarque, quand on est sur scène, sur la scène de l'espace public, quand ils amènent leur nacelle dans l'espace public, ils n'ont pas le temps de se poser la question de s'ils sont ci, ça ou ça. On est face à tantôt à l'un et tantôt à l'autre, en fonction de qui on rencontre, ce qu'on lui dit, les questions qu'on nous pose. Et justement, c'est cet engagement physique dans l'espace public que nous défendons, quelle que soit la modalité, ou qu'on reconnaît peut-être a posteriori, qu'on a eu une approche plus artistique ou plus architecturale, plus urbanistique, mais pas pendant que c'est en train de se faire. Oui, puis c'est surtout on monte, on conçoit, on monte, on démonte, on range, on charge le camion et on nettoie l'espace public après. Donc on peut dire qu'on est plutôt des membres actifs de la culture et de l'espace public. On boit un petit coup après le démontage aussi. Les techniciens de surface. Oui, même pendant. Non, je voulais juste rebondir sur le côté que quand on intervient, effectivement, quand on pose la nacelle, moi je me suis sentie, enfin même sur le tout début, sur les premières expérimentations, endosser en fait, des rôles très très différents et les enchaîner, quoi. C'est-à-dire que on s'est retrouvés en fait des fois dans des situations où on m'a amené en fait quelqu'un qui avait besoin de parler français en fait pendant 20 minutes. Quelqu'un m'a dit je laisse là, j'ai un rendez-vous, je vous laisse monsieur untel. Enfin voilà, il a besoin de parler français en fait. J'ai cru comprendre, j'ai l'impression qu'en fait en tout cas on peut dialoguer ici. Il m'a laissé en fait son ami pour juste dialoguer en fait. Enfin voilà, parler en français. On a énormément en fait d'associations qui sont venues à la rencontre des nacelles aussi pour proposer des ateliers création, des ateliers d'échanges en fait collaboratifs dans les nacelles. On a fait des ateliers tricot, en fait on a fait mais c'est vraiment ordonné dans l'espace public. Tout à l'heure Afid parlait effectivement de ce témoignage de la maman, enfin voilà, de cet enfant autiste, mais en fait il n'y a pas eu que ça, quoi. Enfin les langues, en fait on voit émerger dans l'espace public plein de nouveaux usages, en fait plein de besoins aussi, enfin vraiment de dialogue, effectivement, de rencontres, des personnes qui, on sent qu'on le dit, en fait, il y en a beaucoup qui le disent, enfin, en niveau archi, le fait que les espaces, en fait, qu'on conçoit, enfin voilà, nous transforment en retour, c'est vraiment ça, quoi. Les architectes, effectivement, les urbanistes, comme beaucoup tous ceux qui interviennent, notamment dans l'espace public, ont un rôle vraiment très très important sur ce qui nous fait du bien, sur le bien-être aussi, enfin, dans l'espace public, sur comment on va s'installer à côté de l'autre pour pouvoir discuter, comment la dame parlait tout à l'heure, enfin voilà, de la santé. Je pense qu'il y a un vrai enjeu quand même de créer des espaces, enfin, qui font du bien aujourd'hui, qui prennent soin, enfin voilà, des gens, de la population. Donc moi je me vois rarement comme une artiste, enfin vraiment, mais beaucoup plus comme des fois accompagnateur, enfin médiateur. Enfin on sent qu'on est vecteur de quelque chose, enfin on permet en fait, enfin voilà, quelque chose. C'est un peu, oui. Voilà. Merci. Et pour finir cette journée assez longue, on va avoir une intervention. Alors il devait être ici, mais il a eu un accident de vélo assez grave, il s'est cassé la mâchoire, mais il sera sur Skype. Avec nous, c'est Cyril Hanap. Cyril Hanap, c'est vraiment un architecte très engagé sur la question de l'habitat d'urgence. Il a fait un projet très remarqué à Saintes, en dessous de Calais, et il est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La ville accueillante, et c'est assez intéressant de terminer la journée avec ce témoignage-là.
sauf si tout le monde part, auquel cas je lui dis que c'est pas peine de skyper et on va boire des coups. Non, on va le faire quand même un petit peu. En parallèle, juste à l'extérieur, on fait le vernissage là maintenant de l'expo photographique sur les paysans dans la ville. Donc ce qui est pas mal, c'est que si vous restez avec nous, on écoute une vingtaine de minutes, trentaine de minutes Cyril, et après on offre un pot pour le vernissage. C'est comme une carotte. Voilà, qui vous fait tenir, c'est-à-dire la promesse comme ça d'un verre offert qui peut vous faire tenir. Ah, tu nous as manqué sur la dernière. Au final, il y a eu des questions, mais tu nous as manqué. Bon, j'ai un petit problème, c'est que je dois inaugurer cette expo en même temps que je fais ça. Donc, Miguel, j'allais peut-être te demander à brûle pour point de tenter un truc avec Cyril. Je sais que tu en as la capacité. Je sens que tu as... Mais il peut parler. Mais il y a un traducteur en langue des signes, mais voilà. Non, il peut parler. Vincent, est-ce que je peux dire que dans